Donc aujourd'hui, nous recevons Catherine Perron, candidate au doctorat en sciences biomédicales, option éthique clinique à l'Université de Montréal et conseillère en éthique à la Direction de la qualité, évaluation et performance et éthique du CIS de Laval. Et ce midi, la conférence portera sur les groupes interdisciplinaires de soutien, les GIS, à l'aide médicale à mourir. Donc, Catherine, je te laisse aller. Bonne conférence. Oui, merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci Jacinthe pour la présentation. Je vais tout de suite enchaîner sur la prochaine. Donc, on va parler des GIS aujourd'hui, mais l'équipe de recherche qui était constituée là, de Marie-Ève Boutier, Éric Racine, moi-même et la personne qui nous accompagnait là, au ministère et Lucille Junot. Petit retour là, sur la problématique pour savoir de quoi on parle. Là. Vous savez, les GIS, qui sont les groupes interdisciplinaires de soutien, ont été implantés avec l'avènement de l'aide médicale à mourir au Québec en 2015 et ils ont deux mandats principaux. Et ces mandats-là, c'est de soutenir les équipes, donc les soignants qui sont impliqués dans l'aide médicale à mourir, donc de les soutenir au niveau clinico-administratif. Mais déjà, on peut se questionner, est-ce qu'on peut les soutenir aussi au niveau légal et au niveau éthique? Les GIS ont aussi le mandat de soutenir les décideurs des établissements par rapport à l'assurance qualité puis à la disponibilité des ressources qui sont relatives à l'aide médicale à mourir. Et le ministère, il y a quelques années, s'est constaté qu'il y avait une grande variabilité, une disparité des pratiques des différents GIS, donc dans leur constitution, le rôle qu'ils se donnent, leur fonctionnement. Et c'est dans ce contexte-là là, qu'on a été appelé en renfort là, pour essayer d'identifier qu'est-ce qui se passe sur le terrain. La disparité comme telle entraînait différents enjeux, donc notamment d'accès et de qualité des soins aux patients, mais aussi et surtout donc le soutien dont peuvent bénéficier les soignants qui n'est pas le même finalement dans les différents établissements du réseau de la santé au Québec. Et vous savez, vous pouvez peut-être vous demander, est-ce qu'il y a des GIS à l'extérieur du Québec? Est-ce qu'il y en a au Canada ou ailleurs dans le monde? En fait, il n'y a pas d'autres structures qui s'appellent les GIS, mais on retrouve aux Pays-Bas où il y a l'aide médicale à mourir sous forme euthanasique et de suicide assisté. Aussi, en Belgique, on trouve des structures qui sont un peu semblables, mais qui sont tout de même différentes parce que ces structures-là sont constituées principalement par et pour les médecins. Alors qu'au Québec, bien, ce sont des structures, le nom le dit, des structures interdisciplinaires. Elles sont aussi décentralisées. On en a plusieurs au Québec, alors qu'aux Pays-Bas, en Belgique, mais aussi en Alberta, c'est généralement une structure de soutien. Alors ça, on va pouvoir explorer, est-ce que les participants à la recherche auraient souhaité qu'on ait au Québec une seule structure de soutien, par exemple, comme on retrouve ailleurs. En Ontario, on retrouve un modèle un peu hybride, là, donc centralisé, décentralisé, mais au Québec, voilà ce qui nous distingue, c'est l'interdisciplinarité et la décentralisation. Je vous rappelle, c'est une recherche qui a été menée en éthique pragmatique, en éthique plutôt en éthique clinique, Jacinthe, tu l'as dit, et moi, je me suis concentrée, là, je me suis basée sur l'éthique pragmatique, et là, je vous ai montré là, mon processus d'enquête pragmatique. Là. Donc, de quoi on est parti? On a constaté qu'il y avait des enjeux sur le terrain à partir d'une sensibilité morale. Ensuite, on est allé essayer d'identifier c'est quoi les problèmes, c'est quoi les pratiques, d'essayer de les décrire. Ensuite, on essaie d'élaborer des hypothèses, des solutions. Ensuite, on va les évaluer, ces solutions-là, idéalement dans un processus délibératif. Et c'est ce qu'on a fait avec les participants. Puis ensuite, bien, là, on est pas mal rendu là, on voit à les implanter. Et quelles sont-elles les pratiques prometteuses? Sur quoi on s'est basé pour les identifier? Alors, je vous gardez ça en tête, là, on s'est basé sur 3 critères principaux. Donc, les critères d'innovation. Est-ce que la pratique, elle est créative? Est-ce qu'elle est innovante? Est-ce qu'elle est utile pour les gens qui sont sur le terrain? Et est-ce qu'elle est adaptable? Donc, on ne veut pas qu'elle soit généralisable nécessairement partout, mais quand même qu'elle puisse être transposée dans différents contextes, dans différents milieux. Donc, la méthodologie, notre objectif, là, je le rappelle, donc on a identifié les pratiques, on les a analysées, puis notre souhait, c'était de faire l'analyse critique afin d'émettre des recommandations afin que les pratiques prometteuses puissent être disséminées dans le réseau. Et pour ce faire, donc, j'ai fait une recherche en 3 phases. Donc, d'abord, j'ai fait un questionnaire mixte en ligne et j'ai rejoint 341 participants. Et à ce moment-là, les personnes, c'était toutes les personnes impliquées dans la pratique de l'aide médicale à mourir. En phase 2, j'ai fait des entretiens semi-dirigés. J'en ai fait 41 et j'ai rejoint 59 personnes. Et ces personnes-là, à ce moment-là, c'était des coordonnateurs des GIS. J'ai oublié de le dire, mais dans un GIS, là, généralement, la structure de base, c'est un coordonnateur GIS, un travailleur social, une infirmière, un médecin, un pharmacien. Mais on va voir qu'il y en a qui vont dans toutes les directions.
Alors, à ce moment-là, voilà, les entretiens semi-dirigés. Donc là, j'avais plein de matériel et je suis allée ensuite en groupe de discussion. J'ai fait 7 groupes de discussion, toujours avec les coordonnateurs GIS et les représentants MSP. Ici, on parle des maisons fonctionnées. Quels sont les besoins des maisons de soins palliatifs par rapport à l'aide médicale à mourir, de quelle façon on peut les soutenir aussi. Alors, voici, à notre connaissance, il y a un seul GIS qui est actif au Québec là, qui n'a pas participé à la recherche. Donc, en première phase, le questionnaire comme tel, bon, on questionnait les participants, c'est quoi votre réalité dans votre GIS? Quels sont vos besoins? Quels sont vos enjeux et quelles sont surtout vos initiatives? Et aussi, est-ce que vous participez à la communauté de pratique des GIS? Petit mot pour les membres de la communauté de pratique des GIS qui seraient ici. Il y a une autre présentation qui a lieu le 24 mars. Là, disons là, que présentement, je suis en train de faire un cours 101 sur les pratiques prometteuses et le 24 mars, on va essayer de monter d'un niveau, d'arriver avec des pratiques, un niveau 301 sur les pratiques prometteuses. Donc, dans le questionnaire de la première phase, là, on sait que les participants étaient tous impliqués dans la pratique de l'aide médicale à mourir, mais certains étaient membres d'un GIS, certains étaient membres de la communauté de pratique des GIS, certains œuvraient en maison de soins palliatifs et il y avait bien sûr des coordonnateurs GIS aussi. Et si on regarde leur profil, on voit que la majorité était des infirmières, des médecins, des gestionnaires, mais aussi des travailleurs sociaux, pharmaciens, éthiciens, intervenants en soins spirituels. En somme, tous ceux qui peuvent se retrouver dans les GIS. Et ce qui est très important à noter ici, c'est qu'il n'y a aucun avocat ou membre du contentieux qui a participé à la recherche. Et ça, malgré le fait que, à de multiples reprises, les enjeux légaux étaient nommés par les participants. Donc, en phase 1, on a aussi été capable d'identifier c'est quoi les activités qui ont lieu dans les GIS, à quoi servent-ils? Et si je découpe grossièrement, là, on voit que le gros rôle des GIS, c'est d'offrir un soutien clinique, administratif, mais aussi, là, on tombe à un moment donné dans le psychosocial, dans le mentorat, dans le spirituel, dans le légal aussi. Et on a quelques GIS qui ont entrepris d'accompagner aussi les proches, même si ça ne s'inscrit pas dans le mandat initial des GIS. Donc, certains GIS, certains membres GIS sont impliqués vraiment dans la trajectoire de soins des patients et des proches. On n'est pas étonné là, de voir que plus on est impliqué dans les GIS, mieux on connaît la structure, les outils, les services. Donc, les coordonnateurs, là, c'est des champions, hein, ils savaient tout des GIS, mais monsieur, madame, tout le monde qui se retrouve sur le terrain, les soignants, bien, leur connaissance des GIS, sur de quelle façon ils pouvaient les accompagner, en avait de très, très faibles connaissances. Ici, c'est une lourde diapositive, là, mais ce que vous avez à retenir, c'est quels sont les enjeux principaux là, qui sont rencontrés sur le terrain, mais aussi quelles sont leurs initiatives du terrain, puis c'est ce qui a dressé la table là, pour les pratiques prometteuses. Et on voit les enjeux principaux, c'est tout ce qui a trait à la compréhension puis à l'interprétation de la loi par les soignants, mais aussi les proches et les patients. Aussi la connaissance des patients, pas seulement sur l'aide médicale à mourir, mais sur l'ensemble des soins palliatifs et de fin de vie. Et le recrutement des médecins, sans surprise, c'est un très, très grand enjeu. Et ce n'est pas parce qu'on descend ici hein, que c'est des enjeux qui sont moins présents. On voit, là, par exemple, l'objection de conscience, 120 participants à peu près, demande passée sous silence. Donc, on voit qu'ils sont quand même présents, mais peut-être un peu moins tout de même. Alors, je pense qu'on va... une de mes diapositives préférées ici, c'est la motivation des participants. Pourquoi les participants pratiquent ou sont impliqués dans la pratique de l'aide médicale à mourir? C'est la question qui m'a... J'avais l'impression, en fait, d'avoir touché le cœur des participants. Donc, vous voyez, là, ici, on voit les mots qui constituent le discours des participants. Il y a deux motivations qui se dégagent principalement. C'est d'abord de défendre l'accès à l'aide médicale à mourir, ou du moins à son évaluation, mais aussi d'encadrer la pratique pour éviter les dérapages, puis d'éviter la banalisation de la pratique de l'aide médicale à mourir. Avec la recherche en phase 2, j'ai été capable de faire une cartographie des GIS. Le ministère me demandait, est-ce que tu es capable de nous dresser qui fait quoi, comment ça fonctionne sur le terrain? Donc, dans le rapport, parce que j'ai soumis un rapport au ministère de la Santé et des Services sociaux qui sera disponible dans les prochaines semaines, en mars probablement. Maintenant, grossièrement, là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a 19 GIS qui sont composés de 10 à 20 personnes et il y a un seul GIS qui fait des rencontres systématiques pour chaque demande d'aide médicale à mourir. Ça, c'est assez étonnant, mais sinon, la plupart des GIS là, se rencontrent, là, se réunissent 4 à 6 fois par année.
Et pendant ces rencontres-là, on parle de la planification annuelle, on transmet des informations générales comme les changements de la loi, mais aussi des informations locales, régionales. On aborde des vignettes cliniques et des discussions de cas. Puis vous pouvez voir qu'il y a 5 GIS au Québec qui sont constitués seulement d'1 ou 2 personnes, là, donc le coordonnateur qui s'adresse aux médecins, TS, aux besoins. Et j'ai questionné des maisons de soins palliatifs aussi. Et parmi elles, parmi les 10, donc il y en a 7 qui pratiquent l'aide médicale à mourir actuellement. Les 3 autres envisagent de pratiquer l'aide médicale à mourir là, rapidement, éventuellement, disons. Donc, il y a une seule maison de soins palliatifs qui accepte d'admettre les patients expressément pour l'aide médicale à mourir. Vous savez, les autres maisons, celles qui acceptent l'aide médicale à mourir, disent quand même la personne, elle doit avoir essayé les soins palliatifs avant de nous demander l'aide médicale à mourir. Alors ça, vraiment, c'est peut-être un changement de paradigme pour certaines maisons, mais voilà, pour l'instant, la seule maison qui va dans cette direction-là a quand même fait une démarche réflexive et délibérative très intéressante auprès des membres de son personnel et du conseil d'administration pour que la pratique fonctionne finalement. Un autre fait intéressant par rapport aux maisons de soins palliatifs, c'est que l'aide médicale à mourir, elle est administrée par les maisons, les médecins de la maison de soins palliatifs dans 4 maisons de soins palliatifs. Ça veut dire que dans les autres maisons de soins palliatifs, ce sont des médecins du réseau, donc des CIS, des CIUS, qui viennent administrer l'aide médicale à mourir dans les murs de la maison de soins palliatifs. Et ça, vraiment, il y a encore des postures différentes, là, dépendamment des maisons de soins palliatifs. On en arrive, mesdames, messieurs, aux pratiques prometteuses comme telles. Donc, j'ai été capable de dresser 30 pratiques et 9 sous-pratiques que j'ai catégorisées en 5 catégories. C'est ce que je vais vous présenter. Mais d'abord, vous dire là, que les pratiques se retrouvent en 5 niveaux de recommandation. Donc, vous voyez, quand il va y avoir un petit rond vert flash, là, vers Granny Smith, c'est une pratique qui est recommandée parce que la majorité des participants y sont favorables. Et on descend comme ça. La pratique en jaune, c'est quand même une pratique qui est recommandée, mais les participants, ils étaient partagés. Donc, ça doit vraiment, les GIS doivent faire une analyse située. Est-ce que c'est pertinent chez nous, cette pratique-là? Et bon, voilà, on va jusqu'au rouge où la pratique, elle n'est pas recommandée. La majorité des participants y sont réticents et défavorables. D'abord, les pratiques qui sont relatives à la composition des GIS. Donc, une chose là, qui est importante à retenir, c'est qu'il y a quand même 70% des GIS où la DSP, la Direction des services professionnels, est en gestion ou en co-gestion du GIS. Mais on a 30 GIS qui relèvent de d'autres directions dans les établissements et ces GIS-là ont beaucoup plus de difficultés à rejoindre les médecins, à les sensibiliser à la pratique de l'aide médicale à mourir, aussi à obtenir les communications qui peuvent arriver du ministère, passer par le PDG, la DSP et se rendre dans les différentes directions. Donc, ça, c'est vraiment une pratique prometteuse. Je vais passer tout droit sur certaines là, pour être capable de me rendre à la fin et répondre à vos questions à la fin. Désigner un professionnel pour la coordination des demandes d'aide médicale à mourir. On voit qu'il y a 9 GIS où on a un professionnel qui a son mandat dans l'établissement à raison de 3 jours semaine, généralement, parfois 5, c'est de coordonner les demandes d'aide médicale à mourir. Donc, de les recevoir, puis de les distribuer ou de s'assurer que du point A au point B jusqu'aux soins, tout fonctionne rondement. Et les GIS qui encouragent cette pratique-là, ici, nous disent, nous, cette personne-là, elle nous aide à éduquer, à sensibiliser les soignants au processus d'aide médicale à mourir, mais il y a quand même un piège à cette pratique-là. Ce piège-là, c'est la déresponsabilisation des équipes parce qu'elles vont rendre au coordonnateur donc toute la prise en charge finalement de l'aide médicale à mourir. Donc, il y a un petit danger là, dont on doit être conscient. Puis on voit ici les milieux là, qui n'ont pas de coordonnateur nous disent, écoute Catherine, on n'a pas les ressources de toute façon pour avoir un coordonnateur actuellement. Est-ce que c'est une bonne pratique d'intégrer un avocat dans les GIS? Alors, on voit qu'il y en a presque le quart là, qui ont un avocat sur leur GIS, mais il y a quand même la moitié qui ne s'y réfèrent pratiquement jamais. Et ce que les établissements nous disent, c'est bien nous, on va se référer davantage à l'Association canadienne de protection médicale, la CPM, ou sinon on va s'adresser au Collège des médecins du Québec ou encore à la Commission sur les soins de fin de vie, qui sont mieux placés pour soutenir les médecins puis les diriger, les accompagner là, au niveau légal. Il y a aussi des questionnements par rapport à la formation des avocats précisément sur ce volet-là de la loi, mais aussi leur disponibilité à répondre aux questions en temps requis là, par rapport à l'aide médicale à mourir.
On a quelques établissements qui ont intégré un représentant du service des communications au GIS. Hein, je l'ai mentionné tantôt, des fois, la population à la fois soignante et générale est peu informée de tous les soins palliatifs et de fin de vie. Donc, d'intégrer une personne des communications, peut-être de façon sporadique plutôt que permanente, ça peut être intéressant pour quand on a des messages importants qu'on veut descendre sur le terrain. Une de mes pratiques préférées, c'est de constituer des sous-comités de travail au GIS. Alors, on a différents GIS, très peu quand même encore, hein, qui se sont structurés en 2 paliers. Donc, ils ont un comité central d'orientation, mais qui ont aussi plusieurs sous-comités plus opérationnels qui sont mandatés de travailler sur des sujets particuliers. Et bien, actuellement, un gros sujet, ce sont tous les cas complexes ou les cas difficiles. D'essayer d'être plus agile pour avancer dans les différents écueils et enjeux qu'on rencontre là, au GIS. Donc, ça, c'est une bonne pratique. Maintenant, intégrer un proche patient partenaire au GIS ou intégrer un représentant des maisons de soins palliatifs au GIS, est-ce que c'est une bonne pratique? On voit qu'en phase 1, les participants étaient très favorables à cette intégration-là. Mais dans les faits, au niveau des maisons de soins palliatifs, il y en a une seule qui est intégrée à son GIS. Et tandis que pour les proches et patients partenaires, on a 7 GIS là, qui accueillent un proche ou un patient partenaire. Donc, c'est une pratique prometteuse, mais vraiment on doit mettre certaines conditions avant de l'appliquer. Donc, on ne veut pas seulement que la personne, le proche patient partenaire, occupe une chaise et que ça paraisse bien pour le GIS. On veut vraiment faire participer cette personne-là. Par exemple, on peut la faire participer au sous-comité. Mais avant de les intégrer, il faut vraiment réfléchir à ce qui est attendu de ces personnes-là, puis qu'est-ce que ces personnes-là peuvent venir retirer du GIS. Par rapport aux pratiques de collaboration et de proximité, on est moins au niveau micro là, avec les GIS, on est plus à un niveau macro. C'est des devoirs que j'ai donnés au ministère finalement, donc parce que ça revenait plus dans leur cours à eux. Le discours des participants, il y avait beaucoup, le mot qui me vient, c'est déception, colère et désillusion, là, ce qu'on retrouvait dans le discours des participants par rapport à la collaboration qui existe entre les instances régulatrices. Et là, j'entends le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Commission sur les soins de fin de vie et le Collège des médecins. Donc, les participants ont dénoncé les délais, la disparité, le manque de clarté des réponses obtenues, puis on parle du triumvirat par rapport à ces 3 instances-là, et plusieurs participants ont nommé le mot cacophonie. Actuellement, c'est la cacophonie. Alors, de quelle façon, où est-ce que je me tourne? Donc, actuellement, les GIS ont de la difficulté à soutenir parce qu'ils se sentent peu soutenus. Alors, les participants proposent de mettre en place une structure provinciale de référence à l'attention des GIS. Une structure qui est validée par le ministère, la Commission, le Collège des médecins, à qui on peut s'adresser pour obtenir des réponses, elles aussi, validées. Et j'ai posé la question aux participants, en quoi la commission, pas la commission, mais la communauté de pratique des GIS ne répond-elle pas à ce besoin-là d'obtenir des réponses? Et les participants, ce qu'ils me disent, c'est, moi, lorsque je dépose une question sur la communauté de pratique, je ne sais pas qui va me répondre. Je sais certainement que ça sera un père, un collègue, mais je ne connais pas la validité de sa réponse, je ne connais pas les allégeances ou l'interprétation, la subjectivité de cette personne-là. Je ne sais pas si je serai répondu. Alors, en somme, c'est comme lancer une bouteille à la mer. Donc, on veut cette structure-là. Ensuite, améliorer la communication à la population. Alors, ça, c'est intéressant. On a demandé aux participants, est-ce que l'information que les patients et les proches doivent retrouver, est-ce que ça devrait être via la ligne 811 ou est-ce que ça devrait être via la ligne aide abus aînés, par exemple? Et les participants étaient en général très défavorables à un modèle qui serait uniformisé à travers la province. Donc, il n'y a rien qui vaut la proximité et une personne au 811 ne sera jamais capable, compte tenu de la disparité dont je vous parle depuis le début, il n'y a personne qui va être capable au 811 de répondre précisément la bonne réponse à la personne qui est dans la Naudière, Laval, ou etc. Donc, ils privilégient vraiment une structure qui serait déployée à échelle locale ou régionale. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'actuellement, les GIS, ils n'ont pas ces ressources-là. Alors, c'est un devoir, comme je vous dis, que j'ai lancé au ministère. Je vais passer tout de suite à la pratique 11, qui est de reconnaître et d'investir la communauté de pratique des GIS. Donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est tous les outils, tout ce qui a été développé dans chacun des établissements, mais qui sont peu partagés via la communauté de pratique. Alors, le partage, le pairage entre GIS serait une pratique à développer. Et
collaborer avec la communauté de pratique AMM Québec. Peut-être qu'il y a parmi vous certains médecins qui sont membres de la communauté de pratique AMM Québec qui est réservée aux médecins qui administrent l'aide médicale à mourir, évaluent et surtout administrent. Actuellement, là, c'est ça leur mode de communication. Hein? Et finalement, il n'y en a pas. Alors, on a proposé au ministère et aux participants, est-ce que ça ne serait pas intéressant de les intégrer l'une communauté dans l'autre, mais au moins assurer ce qui est précieux là, pour les médecins qui administrent l'aide médicale à mourir, c'est d'avoir un espace sécuritaire où ils peuvent échanger sur leurs pratiques, mais reste que le fait qu'elles soient actuellement indisponibles, qu'on ne puisse pas y avoir accès, bien, il y a des informations très, très précieuses qui sont partagées là, qui pourraient aider à soutenir les GIS, qui pourraient à leur tour soutenir les médecins et les soignants en général. Donc, ça, c'est à considérer. Une pratique qui pourrait vous intéresser, c'est la collaboration avec le Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens, les CMDP, dans l'évaluation de la qualité de l'acte. Alors ça, les pratiques sont très disparates à travers le Québec. Il y a certains CMDP qui disent « c'est pas à nous de faire ça, ce travail-là, ça devrait revenir au Collège des médecins ». Certains CMDP n'acceptent pas que les médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir soient membres du sous-comité d'évaluation de la qualité de l'acte, alors que d'autres autorisent ces médecins-là, mais en assurant une certaine distance, éviter les conflits d'intérêts. Donc, bien sûr, ils ne vont pas évaluer leur situation. Donc, cette distance-là est privilégiée. Mais un élément à retenir, c'est qu'il y a un dédoublement de travail entre l'évaluation de la qualité de l'acte qui est fait par les CMDP actuellement avec ce qui est fait par la Commission sur les soins de fin de vie. C'est la Commission sur les soins de fin de vie qui est mandatée d'évaluer l'acte médical. Maintenant, on devrait développer en collaboration avec les GIS, l'évaluation qualitative de l'aide médicale à mourir, le service, de quelle façon les personnes sont-elles accompagnées du début jusqu'aux soins et post-soins pour les proches. Et il y a un établissement qui a développé un outil, un document d'identification de la qualité, des critères de qualité qui gagnerait vraiment à être partagé. Il y a un autre établissement là, où la sédation palliative continue a été prise en charge par le GIS, parce que ce milieu-là constatait que tout ce qui a trait à la reddition de compte de la sédation palliative continue ressemblait en plusieurs points à celle de l'aide médicale à mourir. Aussi que les médecins se protégeaient peu dans la pratique de la sédation palliative continue. Donc, le prendre en charge par le GIS, ça permettait peut-être d'encadrer, de mieux soutenir les médecins. Par rapport aux activités de soutien, là, la pratique étoile à retenir, c'est de promouvoir le mentorat des médecins. Vraiment, on a des champions au Québec. On utilise peut-être trop peu leur expertise. Le mentorat nous permettrait de démystifier la pratique de l'aide médicale à mourir, de pallier l'objection de conscience aussi de certains médecins, de développer l'autonomie puis d'augmenter le nombre de soignants qui sont impliqués dans la pratique de l'aide médicale à mourir. J'embarque déjà à la pratique 18, là, rédiger une procédure de gestion des situations d'objection de conscience en contexte d'aide médicale à mourir. Vous savez, on a un établissement qui a développé une procédure comme celle-là qui gagnerait aussi à être diffusée dans les différents établissements puis essayer de pousser notre réflexion. Cet établissement avait aussi développé un formulaire d'objection de conscience, mais ça, les participants étaient plus ou moins favorables parce qu'ils considéraient que de compléter un formulaire, je suis objecteur de conscience par rapport à l'aide médicale à mourir, en quelque sorte, ça cristalliserait la posture de ces médecins-là. Il y aurait un risque de stigmatisation, puis en plus, ça s'ajouterait à la lourdeur administrative qui existe déjà un petit peu dans la pratique. Alors, et là, je vais prêcher pour ma paroisse et tous les éthiciens présents ici. Donc, solliciter les services en éthique dans les situations complexes. On en voit de plus en plus les situations de mort naturelle non raisonnablement prévisibles, des situations où il y a de la santé mentale, parfois de la détention, de l'isolement, de la confidentialité. Hein, un patient qui dit « moi, je ne veux pas parler de ma demande d'aide médicale à mourir à mes proches », ça peut être très lourd pour les équipes. Donc, de développer le réflexe de vous tourner vers les services en éthique de votre établissement, c'est une pratique prometteuse. Et actuellement, on a 13 GIS qui ont parmi leurs membres un éthicien. Dernière pratique par rapport au GIS, donc par rapport au positionnement et au fonctionnement des GIS. Je vous ai dit tantôt, est-ce que ça serait une bonne idée de centraliser tous les GIS en une seule structure de soutien? Absolument pas. Donc, vraiment, les participants, c'est intéressant parce qu'en première phase, il y a 60% des participants qui étaient défavorables, alors qu'en deuxième et troisième phase, tous les participants sont défavorables. Alors, ils misent vraiment sur la culture du soin
qu'on essaie de développer au Québec sur la proximité. Donc, aucun service national ne peut être près du patient, de ses proches et près des préoccupations des intervenants. Parallèlement, pour les grands territoires, soyez très attentifs ici à la pratique 25, décentraliser les GIS par RLS dans certains CIS et CIUS. Donc, les grands territoires, il y a certains GIS qui se sont décentralisés en micro-GIS, en mini-GIS. Donc, dans chaque réseau local de services, on trouve des répondants GIS et cette structure-là semble franchement assez intéressante. Vous savez, il y a deux principaux modèles de GIS. Donc, les GIS avec un guichet de réception et de coordination des demandes d'aide médicale à mourir, mais aussi les GIS qui n'ont pas de guichet de réception et de coordination des demandes. Les GIS qui ont un guichet, là, ce qu'ils nous disent, là, ben, nous, on a un devoir de responsabilité à l'endroit des patients, puis on doit être sûr que leur demande elle est entendue pour faire respecter leurs droits, finalement. Donc, ça nous permet, ce guichet-là, les demandes elles-mêmes rentrent toutes dans ce guichet-là, et ça nous permet d'anticiper les besoins de ressources d'évaluation, mais ça nous permet aussi de faciliter la reddition de compte, qui est un casse-tête annuel. Les modèles qui n'ont pas de guichet de réception nous disent, écoute, on n'a pas les ressources nécessaires, Catherine, mais aussi, il y a toujours ce risque-là qui plane de déresponsabilisation des équipes soignantes, particulièrement des médecins. Et la dernière pratique par rapport au GIS, là, qui est une pratique qui n'est pas actuelle, mais à laquelle on doit réfléchir, qui est de constituer des cliniques externes ou des équipes dédiées à l'aide médicale à mourir. Et cette pratique-là, elle fait beaucoup réagir. Un peu d'avoir une clinique où les personnes qui souhaitent recevoir l'aide médicale à mourir, être évaluées, bon, se rendent, ou des équipes qui sont spécialisées. Donc là, on a la spécialisation versus la généralisation de la pratique. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les 3 phases de la recherche, les participants sont assez défavorables à cette pratique-là, mais au moment des groupes de discussion, on était au mois d'octobre dernier, les participants dans les différents GIS étaient un peu ensevelis par les demandes d'aide médicale à mourir et nous disaient, oh, là, c'est comme si leurs convictions, elles étaient un peu fragilisées par rapport à cette pratique potentielle-là. Donc, il y a une curiosité puis une ambivalence croissante. Puis il y a une participante qui nous dit, écoute, le mur, il s'en vient. Moi, je n'ai jamais envisagé ça d'avoir une clinique de spécialistes AMM, mais le mur s'en vient. J'essaie de trouver des moyens pour pallier ça. Donc, j'ai réussi à distribuer les GIS sur le continuum des GIS. Donc, vous pouvez essayer de réfléchir où, si vous faites partie d'un GIS, où pourrait se retrouver votre GIS. À gauche, complètement, on a la responsabilisation des équipes. Donc, c'est des GIS qui sont un peu plus en retrait, qui disent que c'est vraiment le travail des médecins, s'ils ne veulent pas faire l'aide médicale à mourir, de trouver un autre médecin. À l'autre bout du spectre, c'est la prise en charge par le GIS des demandes d'aide médicale à mourir, peut-être au détriment des équipes elles-mêmes, puis au détriment des GIS qui sont envahis, ensevelis sous les demandes. Puis au centre, bien sûr, se trouve le soutien. Donc, les GIS qui sont au centre là, disent on ne veut pas être trop directif à l'endroit des soignants, on ne veut pas non plus prendre en charge. Donc, en bout de piste, là, ce qui ressort, c'est que vraiment, la pratique prometteuse se retrouve vraiment au soutien ici, là, vraiment au centre. C'est normal que dans certaines situations, on se retrouve plus à gauche ou à droite, mais on veut toujours espérer ou essayer de se retrouver au centre. Alors, j'ai peu de temps pour parler des maisons de soins palliatifs. Ce qui est à retenir par rapport aux maisons de soins palliatifs, c'est qu'elles sont isolées. Elles sont aussi dépendantes par rapport, toute l'information par rapport à l'aide médicale à mourir, là, elles dépendent souvent de la personne qui est désignée dans les établissements pour les soutenir là-dedans. Donc, l'information est très fragile, dépendamment des établissements. Sur les 10, j'ai 2 maisons de soins palliatifs qui disaient, chez nous, la communication elle est très satisfaisante. Pour les autres, vraiment, c'était à travailler. Puis la pandémie, bien sûr, avait fragilisé ça. Alors, les GIS doivent se questionner de quelle façon je peux soutenir la maison de soins palliatifs, quels sont les besoins de la maison de soins palliatifs. Donc, bien sûr, ça doit être un travail qui est fait en partenariat. Conclusion, mesdames, messieurs. Vous voyez, là, j'ai une citation. Quand j'ai terminé là, la recherche, les gens me disaient « OK, après, c'est quand est-ce qu'elles arrivent, Catherine, les pratiques prometteuses? » Les participants avaient très peur de devoir attendre très longtemps avant de les avoir. Donc, j'ai travaillé très fort pour vous. Il y a même un participant qui me demandait « Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, Catherine? » Donc, ça, vraiment, ça m'a fait plaisir parce que c'était comme un retour de l'ascenseur. Et j'ai mis un papillon parce que pour moi, la recherche a joué le rôle du vent dans le battement d'aile du papillon là, des pratiques. Donc, on a fait circuler les pratiques de l'Abitibi jusqu'à la Gaspésie en passant par Laval. Puis, le rôle que vous pouvez jouer maintenant, c'est de souffler avec moi un petit peu dans ces pratiques-là.
Alors, je m'arrête ici, Jacinthe. Merci beaucoup, Mme Perron. Donc, ça va être le temps de la période de questions. Je vous rappelle de lever la main et d'utiliser l'espace de discussion de questions-réponses pour poser vos questions. Mais moi, Catherine, j'en avais une pour toi. J'aurais aimé savoir, dans le fond, tu as présenté plusieurs pratiques. Là. Il y en a 30, ça c'était mes courriels qui ont sonné, 30 pratiques, 9 sous-pratiques. Pour les personnes qui sont dans les GIS, par où elles doivent commencer? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Est-ce qu'il y en a qui sont à privilégier, d'autres moins? Par où on commence? Hey, là, je m'excuse pour la résolution. Là. Je te repartage mon écran, hein, tu le vois, Jacinthe? Dans le rapport, j'ai mis, c'est bien plus beau que ça, là, mais j'ai mis toutes les pratiques, j'ai mis justement quel est leur niveau de priorisation, parce que je pense que déjà, le niveau peut nous guider un petit peu, mais surtout, j'ai mis ici là, un guide de priorisation à l'usage des GIS. Donc, est-ce que c'est déjà appliqué, cette pratique-là, chez nous? Est-ce qu'elle est à considérer ou est-ce qu'elle n'est absolument pas pertinente? Donc, déjà, là, si j'étais un GIS, moi, je commencerais avec ça. Puis, je reviens encore sur la question de la collaboration, du partage. Allez voir les GIS à côté de chez vous. Qu'est-ce qui se passe pour magnifier vos pratiques? J'ai deux questions, une dans les questions-réponses et une main levée. Je vais commencer par celle qui était dans mes questions-réponses. Donc, si l'on parle d'interdisciplinarité dans une approche globale, physique, psychosociale et spirituelle, est-ce que l'ISS est intégré d'emblée dans le GIS? Oh, c'est une belle question. L'ISS, c'est l'intervenant en soins spirituels. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains GIS où l'ISS est impliqué d'emblée dans une demande d'aide médicale à mourir. Donc, il y a une demande d'aide médicale à mourir, donc on va voir, est-ce que dans certains milieux, c'est plus le travailleur social, dans d'autres milieux, c'est l'intervenant en soins spirituels qui est impliqué d'emblée, juste pour voir quels sont les besoins au niveau spirituel de la personne. La plupart des GIS, je ne me souviens plus là, des statistiques, mais plus de la moitié des GIS, il me semble, ont un intervenant en soins spirituels. Un enjeu supplémentaire que je peux aborder par rapport à l'interdisciplinarité, c'est que maintenant, la mort naturelle raisonnablement prévisible, il n'y a plus de délai nécessaire entre le moment de l'évaluation et le soin. Donc, ça fait en sorte que c'est plus difficile pour les intervenants en soins spirituels et les travailleurs sociaux de s'impliquer auprès d'un patient qui va décéder le lendemain, par exemple. Il y a un autre enjeu par rapport aux intervenants en soins spirituels, c'est que leur pratique ne se rend pas à domicile. Donc, ce n'est pas une offre de service à domicile dans la grande majorité des établissements, presque tous. Il y a peut-être un projet pilote, mais sinon, c'est comme si les personnes qui reçoivent leur demande d'aide médicale à mourir à domicile n'auraient pas accès à ce service-là. Donc, ça, c'est une des recommandations que j'ai intégrées dans le rapport. Voilà. Parfait. Je vais aller dans les mains levées. Je vous donne l'autorisation de parler. Vous avez juste à ouvrir votre micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Catherine, c'est Hugues. Merci beaucoup pour la présentation. C'était un résumé bien intéressant, puis un beau survol du projet que tu as mené. J'avais une question qui est toute bête, en fait. J'ai l'impression que la variabilité des GIS t'a permis de déceler une grande variabilité dans les pratiques. Puis en même temps, le fait d'identifier des pratiques prometteuses, ça vient un peu établir un certain standard ou une certaine norme. Est-ce que tu vois là un danger à ce que certaines pratiques deviennent la norme, puis que les pratiques se standardisent, puis que finalement on perde un peu une certaine hétérogénéité qui parfois peut être une source d'inspiration ou peut être quand même soit inspiration ou de... je ne sais pas comment le résumer en fait. Mais bref, ça peut nourrir des idées des fois, le fait de laisser une certaine hétérogénéité. Puis là, on arrive quand même avec un certain souci aussi de donner des normes à la pratique. Je me demande comment tu vois un peu cette opposition-là. Merci Hugues. Hugues qui nous parlait de sa salle de bain, on dirait. Hein? Ça résonnait beaucoup. Je me permets de taquiner Hugues que je connais. Donc, c'est une bonne question, Hugues, qui nous préoccupait dès le début. Hein. Quand le ministère s'est adressé à nous, le vocable qui était utilisé, c'était d'uniformiser les pratiques. Hein. Puis, ce n'était pas mal intentionné, mais c'est OK, de quelle façon on peut uniformiser les pratiques? C'était tout à fait bienveillant afin d'outiller ceux qui se sont moins bien développés. Et rapidement, on a modifié ça pour voir qu'est-ce qui pouvait être adapté, qu'est-ce qui pouvait être contextualisé, mais l'objectif n'est certainement pas d'uniformiser parce qu'il y a des choses qui font absolument pas de sens dans l'un et l'autre milieu.
ta préoccupation, c'est de toujours garder en tête de sortir de la boîte, finalement. Qu'est-ce qui peut être créatif puis qui peut pousser, finalement, la pratique. Donc, dans le rapport, il n'y a absolument pas d'injonction de ce qui doit absolument être développé, bien que j'insiste sur certaines pratiques. Par exemple, d'impliquer la direction des services professionnels en co-gestion ou gestion. Là, pour moi, ça, c'est vraiment un must. Tu vois, j'ai une pratique que je n'ai pas abordée qui exprime bien là, tout ce qu'il y a de positif dans la variété, disons, des pratiques. Il y a un milieu avec une garde médicale. Et je sais, là, on est à Laval, je sais qu'à Laval, on avait déjà envisagé ça. Ça n'avait pas très bien fonctionné, mais donc le milieu dont je vous parle, c'est un milieu où les GIS se sont moins bien structurés. La garde médicale, chez eux, ça a été très, très gagnant. La garde médicale est même utilisée avec les maisons de soins palliatifs de ce territoire-là. Et donc, c'est les médecins qui accompagnent leurs patients jusque dans les maisons de soins palliatifs. Donc, ils n'ont pas 4 ou 5 médecins à la maison de soins palliatifs, ils en ont 20, 25 parce que ce sont tous les médecins soignants. Donc, pour moi, ça, c'est une pratique vraiment intéressante qui ne peut possiblement pas être généralisée partout, mais le fait de les faire ressortir permet à tout le monde d'envisager. Est-ce que ça peut être pertinent chez nous? Voilà ma réponse. Merci beaucoup. M. Vaillancourt, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter ou c'est bon? Non, je laisse la place aux autres. Merci beaucoup. Parfait, merci. Avant d'aller vers une autre question, Catherine, on a des gens qui se demandent où sera disponible ton rapport? Quand sera disponible ton rapport? Sera-t-il envoyé au GIS pour diffusion aux médecins? Bon, alors, moi, ce que je peux faire déjà après la présentation, c'est que ma présentation PowerPoint, je pense qu'on peut l'acheminer. Elle va être disponible, oui, effectivement. Oui. Le rapport comme tel, il est en révision linguistique. Et là, il y a comme une blague là, dans le réseau, c'est bon, si c'est disponible en mars, est-ce que ce sera disponible en mars 2022? Hein, on ne mentionne pas l'année comme telle, mais moi, je l'avoue que je mets beaucoup de pression et j'ai eu la confirmation que ça pourrait être disponible rapidement. Puis pour moi, je ne lâcherai pas le morceau pour que ça se rende à vous. Je dois faire des avertissements. C'est un très long rapport qui fait 150 pages. Il y a beaucoup des mots des participants. Moi, j'ai écrit ça, là, puis Jacinthe m'a accompagnée là-dedans, je dois dire, mais ce sont tous les mots des participants, beaucoup de verbatim qui permettent d'appuyer. Donc, ça fait que c'est très intéressant à lire, à mon avis. C'est comme une histoire. Et il y a quand même comment on appelle ça, non, Jacinthe, un truc exécutif, un sommaire exécutif. De 7 pages là, au début pour ceux qui ont moins de temps et qui n'ont pas envie de m'avoir sur leur table de chevet. Alors, ma réponse, moi, j'ai en tête mars 2022. Et moi, je vais m'assurer, j'ai l'adresse courriel de tout le monde qui aura participé à la rencontre aujourd'hui. Donc, je m'engage à vous faire parvenir le lien lorsqu'on saura où il est. Si vous ne le recevez pas par d'autres moyens, donc moi, je pourrais reprendre la liste des gens qui se sont inscrits et qui ont assisté et je pourrais l'envoyer. Catherine, j'ai une question commentaire. Je suis bénévole en CHSLD et membre du CUCSSS Laval et je vois plusieurs résidents qui n'ont aucune qualité de vie de fin de vie et n'ont pas demandé d'AMM. Comment pourrait-elle être aidée à l'AMM? Là, c'est une bonne question. Écoutez, déjà d'être informé. Hein, le premier élément, c'est de savoir à quoi on a droit. Est-ce que ces personnes-là pourraient être admissibles? Là? Donc, la question de la qualité de vie ne rime pas nécessairement avec aide médicale à mourir, hein, bien sûr. Donc, la qualité de vie perçue versus ressentie. Premier élément. La formation des médecins. Donc, actuellement, nous, on est en tournée pour former, sensibiliser les travailleurs sociaux, les intervenants en soins spirituels, les médecins qui sont en CHSLD, qui jusqu'ici, les patients, généralement, n'avaient pas accès à l'aide médicale à mourir, hein, les patients en CHSLD, parce qu'ils n'étaient pas en fin de vie ou ils n'étaient pas en mort naturelle raisonnablement prévisible nécessairement. La loi s'est ouverte, effectivement. Il y a tout ça qui s'ouvre. La question, c'est de savoir est-ce que c'est nécessairement l'aide médicale à mourir à laquelle on souhaite qu'ils aient accès ou plutôt tout l'ensemble des soins palliatifs et de fin de vie, c'est ce qui est à considérer, là. Donc, information, communication, puis accompagnement. Hein. Là-dessus, je pense que vous avez un rôle particulier hein, par rapport à ça, donc l'accompagnement pour contribuer à la qualité de vie. Merci. Question. Quel type de soutien est offert aux proches? Sur quelle période? Et l'autre question qui va avec, c'est la même personne qui demande, y a-t-il des psychologues dans les GIS? Sinon, pour quelle raison? Donc, tu as comme 3 questions. Oui, OK.
Est-ce qu'il y a des psychologues dans les GIS? Quelques-uns. Quelques GIS ont des psychologues, effectivement. Généralement, on retrouve plus des travailleurs sociaux parce qu'on est plus dans l'approche systémique, donc avec la famille et tout ça. Mais oui, certains GIS là, comptent des psychologues. Ton autre question, bon, par rapport aux proches, ce que je constate, c'est qu'une fois que une personne qui est en soins palliatifs ou une personne qui reçoit l'aide médicale à mourir, on ferme le dossier et le soutien aux proches post-décès dépend vraiment de la sensibilité des intervenants qui étaient impliqués. Et malheureusement, ça ne s'inscrit pas dans leurs statistiques. Hein? Ça ne rentre pas dans leurs actions qu'ils ont faites dans leur journée. C'est du temps, en quelque sorte, perdu. Hein? Et donc, ils le prennent sur leur temps, mais ça ne s'inscrit pas dans leurs statistiques. Il y a un seul milieu que j'ai vu qui avait formalisé une offre de soutien post-décès aux proches. Et comme je l'ai mentionné, dans les faits, il y a 1 ou 2 GIS qui accompagnent les proches. Et donc, dès le moment de la demande d'aide médicale à mourir, on s'assure. C'est parce que les GIS l'ont peu pris parce que généralement, ce sont les équipes soignantes qui le prennent en charge. Travailleurs sociaux, psychologues, intervenants en soins spirituels. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est peut-être plus ou moins le rôle des GIS. Mais si, par exemple, les intervenants le font moins sur le terrain, bien, le GIS devrait à tout le moins être là un petit peu pour pallier ou s'assurer, avoir un processus, une trajectoire. Est-ce qu'on est certain de bien avoir offert nos services aux proches pour évaluer leurs besoins finalement? Donc, c'est peu offert dans les GIS parce que ça devrait être pris en charge par les équipes soignantes. On a un commentaire qui a suivi ta réponse sur les ISS. Quelqu'un qui dit « Je suis en ce moment en projet pilote à domicile comme ISS et presque toutes les demandes AMM m'incluent dans le processus, dans toute la trajectoire de soins. Nous avons de très bons résultats dans chaque étape et nous sommes à la veille de présenter les résultats. Tous y voient la pertinence de l'ISS à domicile. Merci pour votre réponse. » Donc voilà, petit commentaire. Sinon, on a une question. Est-ce que certains GIS ont solutionné le problème des demandes non entendues par les praticiens et de quelle façon? Ça, c'est une très bonne question. J'ai vu un milieu, c'est dans la culture vraiment là, qui est déployée. J'ai vu un milieu où il y a une coordonnatrice AMM, puis elle, ce qu'elle me disait, moi, là, dans l'établissement, on dit aux intervenants, dès que vous entendez quelqu'un parler d'aide médicale à mourir, je veux être au courant, moi, comme coordonnatrice. C'est peut-être pas le moment tout de suite de compléter le formulaire de demande d'aide médicale à mourir, mais moi, je vais être au courant pour être certaine que cette demande-là, elle soit entendue. Parce que, bon, ceux qui ne seraient pas familiers, il y a eu certaines situations, des demandes qui n'ont pas été entendues, des patients qui ont été se suicider par la suite. Donc, le moyen, encore là, c'est plate, hein? Je ne refais pas le bouton à 4 trous, là. C'est toujours la question de la formation aux soignants. Et on travaille actuellement, le groupe des éthiciens, sur un document par rapport à l'objection de conscience. Parce qu'une des raisons principales pour laquelle la demande pourrait ne pas être entendue, c'est parce que le médecin a une objection de conscience qui peut être réelle, mais aussi qui peut être de l'ordre de plus administrative, logistique, le poids que représente là, en temps une démarche d'aide médicale à mourir, la peur aussi, le manque de connaissances. Donc, comment pouvons-nous encadrer, circonscrire l'objection de conscience, puis tous les concepts satellites que je viens de vous nommer, donc le manque de connaissances, le manque de temps, la peur de toute l'émotion, la charge émotionnelle, de quelle façon pouvons-nous accompagner les soignants sur tous ces concepts satellites-là? Mais reste que je sais que c'est une préoccupation importante au ministère. Bon, on continue, mais si vous avez des bonnes idées, là, faites-nous les parvenir. Merci. Une autre question. Bonjour Catherine, est-ce que tu peux élaborer sur le mentorat pour les médecins? Comment se fait ce mentorat dans les différents établissements? Est-ce qu'il y a des façons de faire qui semblent plus prometteuses que d'autres? Bon, attendez, je me prends une note. Donc, pour le mentorat, c'est très variable encore là. Il y a des milieux où il n'y a pas vraiment de mentorat comme tel. Il y a des milieux où ça se fait de façon informelle. Alors qu'il y en a d'autres qui l'ont vraiment structuré davantage. Il y a un milieu, entre autres, qui s'est associé à son université locale, mais là, imaginez, ça prend un privilège, ça prend toujours bien une université sur le territoire, et qui collabore avec l'université et qui a des crédits de formation. Donc ça, c'est super intéressant, mais reste que ce n'est pas nécessairement applicable partout. La question de la rémunération du mentorat est un enjeu que j'ai soulevé dans le rapport.
savez, les médecins omnipraticiens peuvent être rémunérés pour mentorer les personnes. Maintenant, c'est une procédure qui est tellement complexe qu'il y a des médecins qui m'ont dit « Hey, moi, là, j'aime autant faire du bénévolat, tellement c'est compliqué. » Il y a des milieux qui ont dit « Ah, j'avais aucune idée qu'il y avait cette forme de rémunération-là pour le mentorat. Peux-tu m'envoyer les codes? » Alors qu'il y a d'autres milieux qui m'ont dit « Moi, les codes, ça a changé notre vie. Ça a été la clé du succès pour le mentorat. » Donc, est-ce que ça répond à la question un petit peu? Donc, c'est assez variable. Ah oui, un dernier élément dont je n'ai pas parlé. Il y a différents milieux qui ont développé, puis ça, c'est une pratique prometteuse, le réseautage entre médecins. Donc, il y a le GIS, mais le GIS propose aux médecins qui sont impliqués dans l'aide médicale à mourir de se réunir 2 fois par année, par exemple, pour échanger sur les enjeux qui sont rencontrés. Certains milieux vont parler de ce réseautage-là comme d'une communauté de pratique locale. Là, c'est de voir est-ce qu'on multiplie les communautés de pratique, puis ça devient bien compliqué à suivre. Mais donc, le mentorat pourrait être soutenu via cette communauté de pratique locale-là aussi. Voilà. Super. Une autre question. Est-ce que le Collège des médecins, non, est-ce que le Collège des médecins fait du travail à ce sujet? Je ne reçois pas de communication du collège à ce sujet. De quel sujet parle-t-on? Oui, là, effectivement, j'ai l'impression qu'on parlait peut-être du mentorat. Encore là, les questions sont venues l'une après l'autre. Madame Desjardins, si vous voulez préciser votre question, on y reviendra sans problème. Je vais passer à une autre, puis on va pouvoir y revenir. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que les demandes d'AMM ont augmenté avec la pandémie? En fait, intéressante question. Parce qu'au début de la pandémie, puis là, mes collègues seront peut-être mieux placés que moi pour y répondre, là, mais de mémoire, au début de la pandémie, il y a vraiment eu une pause. C'est comme si là, tout à coup, il n'y avait plus de demandes d'aide médicale à mourir ou très peu. Là, on envisageait faire l'évaluation de façon virtuelle. Ça, c'était compliqué. Par la suite, quand la pandémie a relâché, les demandes ont augmenté, mais ce n'est pas tant la pandémie qui a fait en sorte qu'il y a eu plus de demandes d'aide médicale à mourir, autant que le changement de la loi. Alors, avec le changement de la loi en mars 2021 dernier, donc où les personnes qui étaient en mort naturelle non raisonnablement prévisible, donc avec des maladies dégénératives, mais qui pouvaient être plus au début du processus de la maladie, ça a été une explosion, à la fois en termes de volumétrie, et ça, là, je parle pour Laval, mais je parle pour tous les milieux. Donc, volumétrie, mais aussi complexité des demandes. Donc, oui, c'est ce que je répondrai. Parfait, merci. J'ai la précision par rapport à la question de tantôt. Il était question de rappeler aux médecins qu'une demande d'AMM ne peut pas être poussée. Donc, est-ce que... Bon, écoutez, effectivement, c'est inscrit, le Collège des médecins, oui, a fait un document en 2019 de mémoire sur l'aide médicale à mourir. La loi l'indique aussi. Une chose que je suis passée très rapidement quand je vous ai montré mon spectre des GIS, là, les GIS qui sont plus dans la responsabilisation des médecins s'accrochent à l'article 24 du Code de déontologie des médecins qui dit si vous ne voulez pas participer, si vous ne pouvez pas accompagner le médecin dans un soin, vous devez accompagner le patient à trouver un autre médecin. Dans la loi sur les soins de fin de vie, l'article nous dit il nous dit à peu près la même chose finalement. Donc, certains s'accrochent à ça, mais à l'autre bout du spectre, ce que la loi nous dit aussi, c'est si le médecin ne souhaite pas s'impliquer, c'est au directeur, c'est à l'établissement de désigner une personne qui va trouver un médecin pour accompagner. Fait que vraiment, la compréhension de la loi, puis ça, moi, je suis allée loin dans mes recommandations. J'ai dit ça, il faudrait faire un petit travail parce que la loi sera réouverte là, prochainement après les élections, probablement. Donc, il faut vraiment aligner ça pour essayer de limiter l'interprétation puis faire en sorte que tout le monde s'en aille un petit peu dans la même direction parce que là, la compréhension fait en sorte que il y a différentes pratiques qui sont, les milieux se sont constitués de différentes façons. Donc oui, le Collège des médecins le dit, mais peut-être faut rappeler sans cesse. Petite question. En tant qu'intervenant, c'est quoi la démarche à faire quand un usager formule son désir d'avoir l'accompagnement pour l'aide à mourir? C'est une bonne question. Parce que comment ça se fait que ce n'est pas su, connu? Ça, là, on revient à la formation, mais dans chacun de vos établissements,
vous devriez avoir des plans interdisciplinaires. Chez nous, à Laval, on appelle ça le plan interdisciplinaire. Dans d'autres milieux, on a des outils à cocher. Et là, à Laval, on est en train justement d'essayer de travailler là-dessus. Pour ceux qui sont membres de la communauté de pratique, cette semaine, j'ai écrit à tous les établissements pour leur dire tous les documents que vous m'avez partagés pendant la recherche, est-ce que je peux les partager à mon tour sur la communauté de pratique? Et les participants ont répondu de façon très favorable par rapport à ça. Par rapport aux intervenants, il y a des listes à cocher qui ont été développées. Par où? Ah, là, j'entends cette demande-là. Qu'est-ce que je fais? Alors, première étape, je m'en vais voir, je dois faire partie d'un ordre professionnel. Est-ce que c'est le moment de faire signer le patient sa demande d'aide médicale à mourir? Il est où son médecin? Voilà, première étape, là, que je dirais, il est où son médecin traitant? Je commencerai avec ça. Mais je ne peux pas répondre vraiment à cette question-là, mais dans tous les établissements, il y a des outils par rapport à ça et certains établissements ont rendu ces outils-là disponibles sur l'Internet plutôt que sur l'intranet. Donc, ça, c'est facilitant pour eux. Alors, voilà. Autre question, dans votre travail, avez-vous eu écho que les GIS ont eu à faire face à des enjeux culturels quelconques? Oui. Il y a un GIS qui s'est structuré, justement, je vous parlais du guichet central, là, bien, il y a un GIS qui s'est structuré, qui a mis un guichet parce qu'il y avait beaucoup d'objections de conscience de la part des médecins puis des infirmières, des anesthésiologistes qui ne voulaient pas faire d'accès veineux. Donc, ils n'ont pas le choix vraiment d'avoir une équipe dédiée un peu plus parce qu'ils rencontraient de grands enjeux. Maintenant, notre population là, qui a été sondée, c'était à 95% de personnes là, qui ne s'identifient pas comme minorité culturelle. Donc, il y avait très peu de minorités culturelles parmi les soignants, les participants, et on sait que probablement que les patients qui demandent l'aide médicale à mourir, généralement, sont assez, la population est assez uniforme aussi. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Parfait. Parfois, une demande qui est refusée parce qu'un patient est non éligible soulève beaucoup de détresse et demande des habiletés de communication très importantes. Est-ce que certains GIS offrent du support pour ces cas? C'est une belle question parce que à plusieurs reprises, j'ai entendu pour un médecin, c'est beaucoup plus facile de dire oui à une demande d'aide médicale à mourir que de dire non à une personne qui veut vraiment avoir l'aide médicale à mourir. Donc, c'est très difficile de refuser. Ça prend de grandes habiletés humaines. Donc, déjà parce que bon, j'embarquerai pas là. Donc, d'annoncer à la personne ça et d'offrir le soutien à la personne aussi, hein, qui on refuse l'aide médicale à mourir. Et par la suite, effectivement, bien, chez nous, à Laval, je sais que ce sont les services en éthique qui sont responsables de ça. Donc, le GIS est enchâssé là, dans le centre d'éthique. Donc, nous, on est toujours disponible pour, OK, là, j'ai une situation. Des fois, c'est une situation dans les mêmes qui a été vraiment très difficile, catastrophique, des situations auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, le GIS et le centre d'éthique est toujours là pour répondre à ça. Maintenant, est-ce que c'est la même chose dans tous les milieux? Non, malheureusement. Et c'est une pratique prometteuse. Merci. Tu as plein de messages de félicitations, tu retourneras les voir après. Mais pour les questions, bonjour Catherine. Est-ce qu'au cours de ta recherche, tu as aperçu une ouverture à créer un guichet central pour recevoir les demandes du volet juridique en appui au GIS, puisqu'il est difficile d'avoir des juristes intégrés à tous les GIS? Les avis juridiques sont, je pense qu'il manque un petit peu, plus standardisables que les pratiques dans chacun des établissements. Un enjeu là, par rapport aux avocats, souvent, c'est qu'ils vont dire, bien là, OK, l'interprétation de la loi, mais ils nous renvoient beaucoup au volet clinique. Est-ce que le patient répond aux critères? Là, il y a beaucoup d'interprétations. Maintenant, j'ai parlé de la disparité des GIS par rapport aux contentieux et dans la structure dont je vous ai parlé, la structure validée qu'on devrait retrouver où les GIS pourraient s'adresser pour être soutenus au niveau clinique, administratif, éthique et légal. Donc, ça, je l'ai bien mentionné. Donc, on devrait être capable de retrouver une réponse uniforme, quand même contextualisée aussi, là, mais en tout cas, être capable d'avoir cette ressource-là spécialisée par rapport à l'aide médicale à mourir. C'est une recommandation. Maintenant, c'est de voir ce qui en sera fait. Là. Une autre question. Vous venez de parler de formation. Ça datait d'un petit bout, mais savez-vous si les universités suivent les recommandations? Parce que les externes sont encore formés à ne jamais parler d'AMM comme choix de traitement si le patient n'en parle pas. Et ça, là, j'espère que je ne suis pas toute seule à avoir la bouche qui lâche, là, parce que je sais que chez nous, en tout cas, on vient de faire une formation, puis on dit précisément
aux médecins. Hein. On sait dans la littérature que le patient n'osera pas poser la question au médecin. On sait que le médecin n'osera pas aborder la question auprès du patient, puis on essaie d'ouvrir cette discussion-là. Donc, bon, si je reviens à la question initiale, est-ce que là, je sais que le ministère, Maryse Carignan, je ne sais pas si tu es là, mais je sais que le ministère a préparé des formations actualisées sur l'aide médicale à mourir parce que les précédentes étaient assez désuètes. Et bon, est-ce qu'ils ont collaboré avec le ministère de l'Éducation par rapport à ces formations-là? Je ne sais pas, mais j'espère à tout le moins que la mention qu'on peut discuter de l'aide médicale à mourir, ce n'est pas d'entraîner une personne vers cette orientation-là que d'ouvrir la discussion. Donc, c'est une offre de soins, là, et l'aide médicale à mourir devrait en faire partie. Il y a certaines, pour répondre à la question, certaines universités, oui, mais certains programmes donc, qui sont impliqués là, par rapport à l'aide médicale à mourir, mais ce n'est pas uniforme. Bonjour, merci pour votre belle présentation. Il y en a beaucoup de ça dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'AMM et le souhait du don d'organes? Au CHUM, on utilise les poumons provenant des donneurs AMM pour les évaluer avec une nouvelle technique, le VLP, moi les acronymes, pour ensuite les donner à des receveurs sur la liste d'attente ou la liste d'urgence. Ça sauve des vies. Attendez, il faut que je me souvienne, Michel Pimon. Hier, je t'ai parlé de don d'organes. Pourquoi donc? Bon, enfin, c'est une excellente question. Je sais que nous, à Laval, ce n'est pas systématique. Hein? Les médecins n'abordent pas cette question-là d'emblée, alors qu'ils pourraient le faire encore une fois. Là, il y a des critères. Hein? On n'aborde pas une personne en lui disant « Est-ce que vous souhaitez l'aide médicale à mourir? Aimeriez-vous faire un don de vos organes? Hein? On privilégie les lignes, donc les pratiques prometteuses, c'est une fois que la personne a été jugée admissible à l'aide médicale à mourir, là, on peut ouvrir la discussion sur le don d'organes. Je pense que c'est très peu fait actuellement. Je sais qu'il y a, oui, c'est ça, c'est qu'il y a un établissement qui ont intégré un médecin pour réfléchir là, à toutes les demandes d'aide médicale à mourir. Et ce médecin-là est une personne qui pratique le don d'organes. Donc, il y a une sensibilité particulière de ce GIS-là sur cette réalité-là. Donc, il y aura probablement dans ce GIS-là une grande sensibilisation des soignants par rapport à ça. Moi, j'ai été impliquée dans une situation où la patiente faisait une demande de don d'organes. Je me suis butée assez rapidement parce que c'est assez complexe. Hein? Donc, au niveau des critères d'admissibilité et tout ça, il faut faire des deuils à certains niveaux là, de la mort avec ces pétales de rose à domicile, par exemple. Là. Mais je retiens très bien votre question. Je pense que c'est une pratique sur laquelle j'ai probablement pas assez mis l'accent parce qu'elle n'était pas ressortie. Mais en tout cas, la pratique évolue très, très rapidement. Merci de votre commentaire. Moi, j'ai encore deux questions. J'en ai plus d'autres provenant du public, mais j'en ai deux si ça tente d'y répondre. Donc, tu as dit qu'intégrer les patients partenaires et les maisons de soins palliatifs au GIS, c'était une pratique prometteuse. Mais ces pratiques-là, est-ce qu'ils étaient identifiés par des ronds jaunes, verts jaunes? Pourquoi est-ce qu'il y a des réticences? Pourquoi c'est pas vert? Oui, je comprends. En fait, c'est que, j'en ai parlé un petit peu pendant la présentation. Déjà, les rencontres GIS sont souvent très techniques. Donc, certains participants disent, là, les patients partenaires vont décrocher, ne seront pas très intéressés. Donc, déjà, ça, c'est à considérer. Les maisons de soins palliatifs, une rencontre très, très belle que j'ai eue, c'est avec une personne d'une maison de soins palliatifs qui est impliquée au niveau de son GIS et qui me dit, écoute, Catherine, moi, je peux être là pendant 1h30 sur cette rencontre-là. Mais il y a 5-10 minutes là, qui est pertinent pour moi. Donc là, c'est de voir qu'est-ce que je peux retirer versus qu'est-ce que je peux apporter. Donc, c'est pour cette raison-là que ce n'était pas une pratique purement verte. Là. C'est par rapport à tous les critères ou toutes les bonnes pratiques qu'on doit mettre en place avant d'intégrer. On ne peut pas prendre n'importe qui, finalement. Donc, c'est à peu près ça. Là. Au niveau des patients partenaires, ce n'est pas parce qu'on veut mettre un patient partenaire qui va nécessairement faire l'affaire. Donc, c'est un peu pour ça. Excuse, je t'avais perdu un instant, je regardais les commentaires, désolée. On a une réponse, quelqu'un qui dit « Je donne un cours sur l'AMM aux étudiants en médecine de l'Université québécoise et le message est qu'on ne peut faire l'économie de présenter l'AMM dans l'offre de soins de fin de vie. » Donc, ça répond à la question de quelqu'un. Il y en a aussi, par quels moyens les GIS peuvent-ils intégrer les maisons de pratique? Les maisons de pratique, voyons, les maisons de soins palliatifs. En fait, de quelle façon les maisons de soins palliatifs peuvent intégrer les GIS? Là, la question est posée par quel moyen les GIS peuvent-ils intégrer les maisons de soins palliatifs?
Ben, dans ce sens-là. Je le prendrai à l'inverse, de quelle façon peut-être les maisons de soins palliatifs, parce que les GIS ne peuvent pas vraiment. En fait, les GIS peuvent accompagner les maisons de soins palliatifs, mais déjà, c'est d'avoir qui est la personne qui est responsable au CIS, au CIUS, d'accompagner les maisons de soins palliatifs. Hein? Déjà, ça prend cette personne-là, puis collaborer ensemble, discuter. Maisons de soins palliatifs, quels sont vos besoins par rapport à l'aide médicale à mourir? Qu'est-ce qu'on peut vous offrir pour vous soutenir? Est-ce que c'est pertinent que vous fassiez partie du GIS ou est-ce qu'on devrait plutôt privilégier que vous fassiez partie de la table sur les soins palliatifs? Est-ce que ce serait plus optimal finalement? Est-ce qu'on devrait intégrer la personne qui est mandatée de soutenir la maison de soins palliatifs au GIS plutôt que la maison de soins palliatifs elle-même? Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question. On va espérer. Puis moi, j'ai une dernière question pour toi. Dans tout ce que tu nous as dit, tu ne nous as pas parlé des limites de la recherche, parce que c'est sûr qu'il y en a. Bon, les limites de la recherche, déjà, la pandémie a fait en sorte que au début, moi, je m'enlignais pour rencontrer les gens en personne, puis voyager à travers le Québec. Bon, finalement, ça a été en virtuel, ça a super bien été quand même, mais rendu au moment des groupes de discussion, ça pouvait faire en sorte que, bon, s'il y avait 6-7 personnes, bien, c'est plus facile d'aller voir ses courriels, finalement, puis de prendre ses téléphones plutôt que de miser sur ses collègues plutôt que de s'impliquer. Mais reste que, franchement, les participants étaient super gentils avec moi, super bien collaboré. Par rapport aux maisons de soins palliatifs, là, ça, c'est vraiment à mon regret. Je souhaitais vraiment, il y a quelques maisons de soins palliatifs qui ont participé, puis je les ai distribuées dans les différents groupes de discussion. Et ça fait en sorte qu'elles n'ont pas pu se réunir pour partager leurs bonnes pratiques. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce que c'est pertinent qu'elles soient membres d'un GIS, donc avec tous les autres coordonnateurs GIS. Fait que ça, malheureusement, eux, je n'ai pas pu les pousser aussi loin que j'aurais voulu, mais c'était bon, c'était bien pensé là, au niveau de la recherche. Et le dernier objectif, la dernière limite principale, vraiment, là, moi, j'aurais aimé ça, faire en sorte que les GIS, de jumeler entre eux des GIS avec des modèles très différents. Mais quand je suis venue pour faire les groupes de discussion, je n'ai pas eu le choix d'aller avec les disponibilités des participants. Donc, à ce moment-là, j'aurais aimé qu'il y ait plus de confrontation des idées. Je n'ai pas réussi à cause des horaires des participants, mais j'ai réussi à confronter les idées dans mon analyse par la suite. Fait que je dirais que ça, c'est la dernière et seule limite.